Messieurs, bonjour, ceci est un chou-fleur. Je sais, moi aussi, j'ai été parisien, je ne savais pas comment ça commençait un chou-fleur. Ça commence comme ça. J'espère qu'il finira le festival. Je culpabilise chaque jour un peu plus quand je le vois s'étioler. C'est une assez grosse responsabilité éducative d'élever un chou-fleur. Ce qui m'a conduit à me désintéresser de la culture il y a quelques années pour m'intéresser à la culture des choux-fleurs. C'est l'histoire que je vais vous raconter. Pendant une heure. Une heure, c'est la convention d'Avignon Off, hein, vous savez. Vous montez Shakespeare en 5 actes, oui, ça doit tenir en une heure. Ensuite, vous laissez la place à une compagnie qui a une heure, qui laisse la place à une compagnie qui a une heure. Ça dure comme ça toute la journée jusqu'au dernier spectacle, celui du directeur qui lui a 2 heures. Si vous êtes dans un spectacle de 5 heures, vous n'êtes plus dans le off, vous êtes passé dans le in, mais ce n'est plus du théâtre, c'est de la culture. C'est extrêmement différent. C'est même le contraire, si vous voulez. Le théâtre consiste... le off, par exemple, ce sont des gens qui essayent de dire quelque chose à quelqu'un, vous voyez, de dire des choses à d'autres gens. Ça rend fou de colère l'institution, le in, la culture avec un grand cul, qui passe son temps à démontrer qu'il n'y a plus rien à dire et qui dépense beaucoup d'argent pour ça. Donc c'est totalement agaçant de voir cette espèce de gens qui ont encore la prétention bête de délivrer des messages ou je ne sais pas quoi, enfin de changer le monde, alors la culture est donc cette démonstration politique permanente, si vous voulez, qu'il n'y a plus rien à dire, plus aucun message à délivrer, que Dieu a gagné définitivement, enfin bon. Le théâtre consiste aussi à faire semblant, la culture à faire pour de vrai, vous voyez. J'ai un cours d'honneur, on fait vraiment pipi sur quelqu'un, vous voyez. Théâtralement, ça n'aura aucun intérêt, mais d'un point de vue culturel, c'est un formidable intérêt. Une formidable démonstration de quelque chose. Quand est-ce que tout cela a-t-il commencé? Probablement au moment où le pouvoir a proposé aux metteurs en scène, aux techniciens, vous savez que Villard s'appelait un animateur, il demandait qu'on l'appelle comme ça, de théâtre. Le pouvoir, à un moment, a compris et a invité ces gens-là à se prendre pour des créateurs et à faire acte de création. C'est très curieux, ce registre est plutôt dans le registre du religieux, du sacré, vous voyez. Le théâtre, vous pouvez critiquer, c'est dans le registre de l'esthétique, vous dites c'est bien, c'est pas bien. La création, vous n'avez pas à critiquer ça. Sans ça, vous êtes un fasciste, un néo-nazi, un hitlérien, un populiste, un poujadiste, enfin bon, des choses comme ça. La création, enfin, le créateur, c'est quelqu'un qui fait pour de vrai, qui manifeste de l'authenticité, de la vérité, des choses comme ça qui sont assez étrangères au théâtre. Par exemple, on ne balancerait pas de nom, puis en plus, peu importe, ils sont tous interchangeables. Vous aviez un metteur en scène il y a quelques années qui voulait du vrai marbre, il voulait un plateau en marbre. Mais attention, pas n'importe quel marbre, puisque sa vision de créateur imposait un marbre très très particulier qu'il fallait chercher dans une ville d'Italie, faire tailler, etc. Alors, remarque populiste, ça coûtait quand même pas mal d'argent, l'argent public. Et là, non, ne riez pas, c'est très très dangereux. Vous allez vous retrouver à élever des choux-fleurs à Plougastel d'Aoula. Laissez-moi les remarques populistes. Moi, c'est déjà fait, je suis déjà grillé, mais alors, si vous riez, riez sous cap, vous voyez. Comme ça, mais faites gaffe, il y a toujours un peu de police culturelle qui traîne dans la salle, qui est là pour veiller aux intérêts de la démocratie contre le populisme, donc faites attention. Et donc il a fait livrer son marbre. Alors, on est allé chercher. Alors les techniciens du spectacle sont des gens merveilleux, des décorateurs qui ont un métier, un savoir. Ils lui ont dit, mais vous savez, on peut vous faire un effet marbre, plus vrai que du vrai, ça ne coûtera rien. Alors, le type a piqué une collée, il a appelé le ministre, en disant, c'est un scandale, une horreur, on veut me faire du faux, oh, ma création, oh, comment, etc. Bon. On a pété les portes du Palais des Pas, ce qui est interdit, mais comme la direction des bâtiments de France, dans le même ministère, on a autorisé.
On a installé, n'est-ce pas, un immense plateau de marbre, et puis ce metteur en scène a éclairé. Alors là, il a gueulé, il a dit « Mais ça brille !» Oui, c'est du marbre. Et alors, il a demandé aux techniciens de peindre du faux marbre sur le vrai marbre. C'est ça que vous avez vu si vous êtes allé voir ce spectacle. Voilà, c'est une petite métaphore, on pourra en raconter bien d'autres comme ça, mais alors bon, alors voilà, le problème c'est que quand on fait ça, on tombe dans le populisme, enfin, très embêtant. La création contemporaine, c'est quelque chose, on appelle ça contemporain. C'est les socialistes qui ont amené ça. La droite était moderne, et la gauche est contemporaine. Vous voyez, le contemporain, c'est plus moderne que moderne. Le contemporain, c'est maintenant. Alors ça, c'est génial, parce que le pouvoir, grâce à ça, grâce à ce qu'on appelle la création contemporaine, manifeste sa capacité de renouvellement, qui est une des composantes absolument essentielles du capitalisme. Il y en a d'autres, mais il y a celle-là. La nouveauté, vous savez, la rotation des produits, la nouveauté. Donc il faut sans arrêt démontrer qu'on est un capitalisme à la pointe de l'innovation. C'est à ça que sert cette démonstration permanente qui est la création contemporaine. Des gens de gauche, avec la meilleure intention du monde, défendent à fond ce concept qui pour moi est totalement de droite, ce qui fait que maintenant j'élève des choux-fleurs en Bretagne. Mais voilà, non, je me suis fait virer par la gauche bien pensante, pas grave, j'ai rejoint la gauche pensante, c'est pas donc, voilà, donc si vous voulez, cette capacité d'innovation, donc voilà, cette année, Yann Fabre ferait faire pipi par terre, etc. Mais l'année prochaine, il ira plus loin, il fera faire, je sais pas, caca, enfin bref, comme ça, et ça démontrera et la liberté du créateur. Alors, ça démontre aussi la liberté d'expression. Ça vous fait croire, ça nous fait croire que nous sommes dans une démocratie, ce qui est pur et simple scandale, enfin, parce que la question démocratique est autrement plus compliquée que celle de la liberté d'expression, et puis surtout d'une liberté d'expression sans objet. Vous voyez, faire pipi, caca, voilà, dire des bêtises comme ça, c'est pas de la liberté d'expression, ou alors c'est une liberté d'expression sans objet, vous voyez, qui n'embête pas le pouvoir. Ce qui embêterait le pouvoir, vous voyez, ça serait au milieu de la cour d'honneur, par exemple, de déclamer que l'office public de HLM du Vaucluse, dans sa politique d'attribution des logements sociaux, fait des véritables parcs arabes et que c'est scandaleux. Voilà. Alors vous penseriez naïvement que ça c'est de la liberté d'expression, vous voyez, parce que vous prendriez un risque contre une institution. Pas du tout. Vous n'auriez pas de subvention de la DRAC pour dire ça au milieu de la cour d'honneur, c'est certain. On dirait que ça c'est du social, c'est des trucs dégueulasses, c'est de la politique, je sais pas quoi, de l'agit-propre. Mais que ce n'est pas de la création contemporaine et surtout pas de la liberté d'expression. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas passer la journée non plus là-dessus, mais c'était pour vous dire que voilà, le théâtre et la culture avec un grand Q, hein, on est d'accord, la culture contre la culture avec un petit c, la culture normale, enfin je veux dire la façon dont chacun a de comprendre le monde pour y survivre, voilà. Et voilà. Alors, on n'a toujours pas commencé le spectacle, ne vous inquiétez pas, on est dans les préliminaires. Si vous aviez éteint vos portables, je vous demande solennellement de les rallumer, s'il vous plaît, de façon à ce que nous démontrions à nous-mêmes que l'on peut collectivement assumer une aliénation et la transformer en jubilation. Donc plutôt que de vous flipper, d'éteindre tout ça, voilà. Donc si ça sonne, vous décrochez, vous exposez rapidement la situation à votre interlocuteur et vous lui proposez de se faire applaudir par une salle de spectacle, ce qui est quand même un assez joli cadeau à faire à quelqu'un. Voilà. Sonnerie ou livre ? Sonnerie, s'il vous plaît, pour que je puisse vous repérer si ça vous arrive. Encore des choses à dire. Ce spectacle n'a décidément jamais commencé. Quelle est la nature de ce spectacle? Est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est du conte? Est-ce que c'est du clown? Est-ce que c'est un colloque, une conférence gesticulée? Bon, alors on s'est mis d'accord. Je ne vais pas y revenir tout le temps. Hein. Ce n'est pas de la culture. De toute façon, si c'en était, ça ne serait pas comme ça. Je ne serais pas dans ce ridicule espace. Je serais sur un plateau tout seul, de 500 mètres carrés ou 1000, enfin peu importe. Je serais au pied d'un décor du type porte de 200 mètres de haut peinte en bleu, et qui signifierait mon écrasement, le côté absolument absurde de ma nature humaine. Vous voyez, c'est un décor mussolinien, vous voyez, tout petit. Décor fasciste, enfin néo-fasciste, esthétique officielle, démocratique, de la décadence. Et donc je serais là comme ça, et je vous dirais que j'ai rien à dire. Voilà. Et donc ça durerait très longtemps, ça coûterait très cher. Je serais éclairé en lumière bleue, contre-jour, j'avancerais. Alors j'aurais un latéral jaune et un latéral orange qui me sculpteraient. Ce qui fait que vous ne vous rendriez pas compte, mais je pourrais dire n'importe quelle connerie, et c'était le bottin de téléphone, ça aurait l'air très dramatique. Et puis je finirais en lumière blanche devant, complètement écrasé, pour vous
délivrer mon absence de message et prouver que Dieu a définitivement gagné. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Andriev, tu peux me faire un noir et puis tu me fais apparaître dans une lumière ministère de la Culture, tu mets une musique un peu art contemporain et... C'est très très dangereux, à moins que vous n'aimiez la Bretagne. Je serais très heureux de vous accueillir du côté de Châteauneuf du Faou. Enfin, bon, ne déconnez pas, ce sont des arguments populistes. Quelqu'un m'a dit, l'art contemporain, Hitler, les nazis détestaient ça, et donc moi je diffuse de l'art contemporain. Et donc j'ai pensé tout de suite, c'est cool en fait, parce que la démocratie ça devient vachement facile. Vous voyez ce que je veux dire, il suffit de peindre, je sais pas, 3 cailloux en rouge, les mettre en ligne, et hop, c'est une démocratie. Vous voyez, le pays, etc. Dire, si Hitler avait détesté le beurre, il aurait suffi pour être démocrate de cuisiner à l'huile d'olive. Enfin, vous voyez ce genre de raisonnement. Bref. Non, c'est plus compliqué que ça quand même. Mais bon, voilà. Alors, donc ça ne sera pas de la culture. Voilà. Alors, quelqu'un m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est du conte. C'est du conte parce que tu parles directement aux gens, tu ne racontes pas une autre histoire. Alors, et il m'a invité dans un festival de contes. J'ai flippé. Alors, le conte, mesdames et messieurs, ça ne rigole pas. Ils passent leur temps à regarder si vous n'êtes pas en train de verser vers le théâtre, qu'ils détestent. Et donc il y a une espèce de code de 7000 pages, vous savez, qu'on appelle la structure du conte. Et alors j'étais terrorisé. J'avais essayé de refaire ma petite histoire sous forme de conte. Je vais vous montrer. André, tu peux me dégager cet éclairage de théâtre ridicule et puis mettre un éclairage conte, s'il te plaît. Ah, merci. Mesdames et messieurs, je vous présente l'espace du conte dans lequel je vais rentrer. Attention. Il était une fois. Dans mon pays, la France, dans cette région de mon pays, la France, qu'on appelle le Vaucluse, dans cette ville de cette région de mon pays, il faut que tout se passe par 3. C'est très très chiant comme système. Vous avez un roi qui a 3 filles, il y a 3 princes dans 3 pays qui ont 3 chevaux et 3 euros dans la poche pour faire 3000 km. Ils vont rencontrer 3 vieilles sorcières qui seront en fait 3 fées qui vont leur filer 3 vœux. Il était dans cette ville d'Avignon un tyran, qu'on appelait dans mon pays un maire. Un grand-mère. Oui, dans les contes, il faut des grands-mères. Ce tyran était fatigué d'opprimer sa population. Il se demandait comment il pourrait faire que cette population s'opprimât toute seule. Il eut un songe. Il convoqua au matin son grand vizir, qu'on appelle dans mon pays un secrétaire général de mairie. Il lui dit, ô grand directeur général de mes services, j'ai eu un songe. Je voudrais que tu convoques une commission de participation des habitants. À ces mots, le grand secrétaire général de mairie, les dents qui s'entrechoquèrent. Terrifié, il dit, mère grand, comme tu as de grandes dents, mais est-ce que tu n'as pas peur si tu convoques toute ta population? Ô grand secrétaire général de ma grand-mairie, comme tu m'entends bien, mais comme tu m'écoutes mal. Je ne t'ai pas parlé de ma population, je t'ai parlé d'une commission. Ébloui partant de machiavélisme politique, le grand secrétaire général de mairie lui soudain les genoux qui s'entrechoquèrent. Il dit, mère grand, comme tu as de grandes dents, des fois, mais si tu permets à ta population de s'exprimer, grand secrétaire, comme tu m'écoutes bien, mais comme tu m'entends mal, des fois. Je ne t'ai pas
proposer qu'il s'exprime, mais qu'il participe. Ébloui par tant de saloperies politiques, le grand vizir lui soudain les coudes, c'est con, les coudes, ils s'entrechoquèrent. Mesdames et messieurs, j'ouvre une parenthèse, les savants américains ont apporté une contribution essentielle à l'histoire de l'humanité. Ils ont démontré, je vous jure, qu'il est absolument impossible à un être humain de se lécher le coude. Il fallait quand même des Américains, si vous voulez, pour ça. Et alors, ils ont démontré une deuxième complémentaire, qui est que toute personne à qui on a dit ça a essayé en cachette. Mais si tu permets à tes citoyens de... Oh, grand vizir, comme tu m'écoutes bien, mais comme tu m'entends mal, je ne t'ai pas parlé de mes citoyens, je t'ai parlé des habitants. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que dans cette ville, de cette région de mon pays, on n'entendit plus jamais parler des problèmes de la population. Enfin bon, il y a un truc un peu comme ça. Et merci. Et alors ça, j'ai arrêté ça tout de suite. Je me suis dit, jamais, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc je voulais partager cette hésitation avec vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas où vous êtes, ni où nous sommes ensemble. C'est peut-être, il y a un peu de théâtre, on est d'accord. Est-ce que c'est un colloque? Alors non, je ne sais pas un colloque. Alors c'est pas un colloque, et puis alors je vous montrerai ce que c'est qu'un colloque à la fin. En fait, on va finir là-dessus. Ça serait un colloque, d'ailleurs, ça ne se passerait pas comme ça. Je vous dirais, au fond, mesdames, messieurs, on peut se demander si les commissions de participation des habitants sont réellement des lieux de participation. Vous voyez? Alors, regardez la gestuelle, c'est assez limité. Un peu du gâchis au Théâtre des Carmes, quand même. Vous avez alors deux gestuelles de complémentaires. C'est la gestuelle d'acceptation, c'est-à-dire que vous êtes à la tribune, vous voulez montrer à toute la salle que vous êtes d'accord avec ce qui se dit, donc vous faites comme ça. Et puis la gestuelle de dénégation, vous n'êtes absolument pas d'accord, vous faites... Voilà. Ce sont des rituels très fins, très subtils. Enfin bon voilà, vous voyez, c'est très serré, tout le monde les maîtrise hein, dans un colloque, on verra ça après. Alors j'en ai fini par me dire que c'était une conférence gesticulée, ou une conférence où je peux balancer plein de mauvaise foi. Je tiens à vous dire, mesdames, messieurs, que tout ce que je dirai à partir de maintenant n'est qu'un tissu de mensonges. Vous êtes prévenus. Oui, c'est rare. Je me suis dit, je vais pouvoir dire, je sais pas moi, Malraux, fasciste. Vous voyez, je dirais pas ça dans un colloque, vous voyez, je ne dirais pas comme ça. Dans un colloque, je dirais au fond, mesdames et messieurs, on peut se demander si André Malraux, quand il prend son ministère en 1959, a un vrai grand dessin culturel déjà. Vous voyez, ça veut dire la même chose, mais je ne sais pas de la même. Voilà. On va pouvoir commencer en fait. Comment toute cette histoire de chou-fleur a-t-elle commencé? Ça a commencé avec un coup de téléphone. Tita. Allô. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, j'aurais souhaité parler à mademoiselle Faure, s'il vous plaît. Mademoiselle Christiane Faure. Et qu'est-ce que vous lui voulez à mademoiselle Christiane Faure? Oui, pardon, excusez-moi. Voilà, je souhaiterais que vous me la passiez parce que j'ai besoin de la rencontrer je voudrais l'interroger. Enfin, voilà, le ministère de la Jeunesse m'a demandé une mission, enfin un travail. Je veux dire, il faut que je fasse un rapport. Écoutez, c'est un peu compliqué. Il faudrait que je rencontre mademoiselle Faure parce qu'elle a été en 1945 à l'initiative de quelque chose de très important en France qui s'est appelé la direction de l'éducation populaire. L'éducation populaire, monsieur. Ils n'en ont pas voulu. Cela n'intéresse plus personne aujourd'hui. C'est une histoire terminée. Au revoir. Clac. Ça commençait pas bien, si vous voulez. Il fallait absolument que je rencontre mademoiselle Faure, 94 ans, belle-sœur d'Albert Camus. Il fallait que je passe ce filtre, je ne sais pas qui était ce vieux bonhomme. J'ai rappelé, écoutez monsieur, il faut absolument... Venez demain à 10h, l'adresse est dans le bottin, le code c'est AG448. J'y suis allé. J'ai sonné, la porte s'est ouverte et là, mesdames et messieurs, j'ai vu une vieille dame, mais vieille, courbée en deux à angle droit sur une canne, cassée, qui m'a regardé par en dessous et qui m'a dit «
Alors, vous avez trouvé tout seul. Tout ce que j'ai gagné, mesdames, messieurs, à l'avoir appelé monsieur pendant 1 heure, c'est qu'elle a refusé que je l'enregistre. Et donc, ce que je vous raconte est de mémoire, et j'en ai perdu. Elle m'a cuisiné une journée, je n'ai pas pu lui poser une seule question. Elle m'en a posé 2000. Elle a voulu tout savoir sur moi, tout. Je me suis fait interviewer. Je lui ai raconté toutes mes ex, les unes après les autres, ça m'a permis de repasser un peu. Est-ce que j'étais marié, est-ce que j'avais un enfant, est-ce que j'étais toujours avec sa mère, ah bon, et qui est parti avec l'enfant, et pourquoi c'est elle qui a gardé l'enfant et pas moi, et c'était quand? Je dis longtemps, ça, bon, il y a eu qui après? Ah non, mais bon, voilà. J'ai fait 20 ans de ma vie conjugale, et je suis parti, elle m'a donné rendez-vous le lendemain. Je me suis demandé pourquoi elle avait fait ça. J'ai fini par comprendre après. Je crois que Mademoiselle Faure voulait savoir si j'étais du côté de la vérité ou du côté du mensonge. Si elle avait pu soupçonner un seul instant que j'étais du côté de la vérité, elle ne m'aurait rien dit. Rien. Et c'est quand elle a été certaine que j'étais un menteur qu'elle a accepté de me confier ce qu'elle avait à dire. Il faut savoir, mesdames et messieurs, qu'à cette époque, j'étais prophète. Prophète salarié, enfin, je veux dire, prophète officiel, prophète professionnel. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça sur la fiche de paye, on est d'accord. Ça s'appelait directeur chargé du développement culturel, de la communication, des actions de prospective et de formation. Je travaillais à la Fédération nationale laïque pluraliste co-gestionnaire démocratique unitaire de la jeunesse sociale, civique, citoyenne et culturelle de France, la FNMCT, FF, où mon travail consistait à dire la vérité, c'est-à-dire à aller chercher la vérité officielle, là où elle s'élabore, au niveau du pouvoir dans les ministères, et puis à venir la délivrer à la base, on appelle en France la base, des gens, par exemple, qui sont assis dans un bureau au centre social Jacques Prévert, mais qui disent qu'ils ont les 2 pieds dans la boue et les 2 mains dans le cambouis. Vous voyez, c'est une métaphore du social qu'ils utilisent souvent. Et donc, mon travail consistait à aller dire à la base, à aller donner à la base, au terrain, au cambouis, je sais pas, les mots que le pouvoir souhaitait que l'on utilisât désormais pour désigner le réel, la réalité, le monde. Vous voyez, ça se renouvelle assez vite. Et donc, si vous n'êtes pas au courant, comme ces mots sont la clé de l'argent que le pouvoir va accepter de vous donner, la subvention, si vous voulez avoir la subvention, il faut la demander avec les mots que le pouvoir veut que vous utilisiez. Vous comprenez le système. Donc, mon travail était très très utile. Enfin, je veux dire, je permettais à la base d'avoir de l'argent. Par exemple, pour prendre un exemple, vous prenez des pauvres dans une banlieue, c'est un mot qui a quasiment disparu, vous remarquerez. Vous prenez des pauvres. Avant, il y a quelques années, on les appelait des exploités. Alors, ce terme avait l'immense désavantage de désigner ces gens non pas comme un État, mais comme le résultat d'un processus. Donc c'était un mot qui faisait penser. Alors évidemment, quand vous dites de quelqu'un que c'est un exploité, immédiatement, vous dites, il y a un exploiteur. Quel est le salaud qui exploite ce mec? Vous voyez le système. Évidemment, à partir du moment où le pouvoir vous demande de l'appeler non plus un exploité, mais un défavorisé, c'est pas la faute à personne, il n'a pas eu de bol. Ce n'est pas de la faute des patrons si ce mec n'a pas de peau. Enfin, je vous le dis, moi, il est né du mauvais côté, voilà, il est né chez les exclus. Alors, exclu est très bien, puisqu'il n'y a pas d'exclueur. Exclu n'est pas un processus, vous ne vous en rendez pas compte, bien sûr, mais c'est un état. Vous êtes exclu, vous naissez exclu. Vous n'avez qu'à naître autre chose, vous n'avez qu'à naître dans le 16e, enfin, c'est quand même pas la faute. Hein. Voilà. Il n'y a plus de domination, il n'y a plus d'exploitation, il n'y a plus de... Voilà. Alors, ces mots sont très très importants, et donc mon travail consistait à aller chercher ces mots, cette vérité, et puis à la délivrer. Alors j'étais très très heureux, j'aimais beaucoup ça. J'y croyais, je vous jure, que j'ai raconté à des salles entières que le peuple avait besoin, enfin les publics, on ne dit évidemment pas le peuple, qui est un mot qui a disparu, les publics ont besoin d'une médiation culturelle, par exemple, et j'y croyais, sincèrement. Voilà, j'y crois plus, donc je suis dans les choux-fleurs, mais voilà.
Et donc je nageais dans le sens du courant, de la domination. C'était très très agréable. C'était très agréable. J'allais dans un ministère, par exemple. D'abord, j'étais reçu, ce qui était agréable, avec mon polo noir 3 boutons, en face d'un polo noir 3 boutons. Et donc, le type me disait, dans le ministère de la Culture, le type me disait, comprenez, monsieur Lepage, il faut absolument comprendre qu'aujourd'hui, un processus de développement social, qui ne serait pas articulé en son centre sur un processus de développement culturel, n'aurait aucune chance d'aboutir. Épaté, moi je notais comme un malade. Je disais oui, oui, absolument, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et puis alors, hop, j'organisais un colloque, et c'est pour ça qu'on reviendra sur le colloque à la fin. Et puis là, j'avais la base qui venait, donc en laissant des traces de boue partout, mettant du cambouis sur les sièges. Alors je disais à la base, mesdames et messieurs, il faut absolument comprendre qu'un processus de développement social aujourd'hui, qui ne serait pas articulé en son cœur sur un processus de développement culturel, n'aurait aucune chance d'aboutir. Les types notaient comme des féroces. Puis ensuite, ils faisaient leur demande de subvention en disant, monsieur le maire, le centre social Jacques Prévert a toujours considéré qu'un processus de développement social, qui ne serait pas articulé en son cœur sur un processus de développement culturel, n'aurait aucune chance d'aboutir. Le maire vérifiait la conformité, c'est son travail de maire, du langage de l'association avec le langage de la domination du pouvoir, et il faisait shame tomber 100 000 euros. Et alors vous aviez des abrutis qui, eux, ne venaient pas dans les colloques. Vous avez toujours des gens qui ne comprennent pas toujours les enjeux, n'est-ce pas? Et donc ceux-là ne venaient pas dans les colloques, ils faisaient du truc d'un télo. Et alors ils remplissaient des demandes de subventions grotesques. Du genre, voilà, monsieur le maire, alors notre projet de notre association Boris Vian pour les vacances sur le quartier, c'est que les jeunes soient heureux et passent de bonnes vacances. 0 €. C'était nul. Limite gauchiste, vous voyez. Non. Voilà, donc moi, c'était mon métier. Et puis je me suis mis à mentir. Un accident. Dans un colloque, un jour, est-ce que j'avais bu du kir royal un peu de trop? Je veux dire, le kir royal, c'est des trucs offerts par les mairies elles-mêmes ivres de développement local. Elles font toujours des kirs royal dans les colloques. Et vous permettez, ça donne soif ce truc-là. Je ne suis pas acteur, mais c'est un sacré métier, je ne sais pas comment il fait. Super. S'il vous plaît, décrochez. Moi, je suis en plein spectacle. Allô? Oui. Mais je suis en plein spectacle. Propose-lui de se faire applaudir. Donc, c'est urgent? D'accord. Et Claude, ne quittez pas. Vous allez bientôt être applaudi. Merci beaucoup. Secrétaire du théâtre. Super. Si c'est votre fiancé, profitez-en, demandez-la en mariage, ce sera magnifique. Si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, vous me le précisez, on le huera. Voilà, donc dans un colloque, j'ai dérapé. Je me rappelle, j'étais entre un maire et un conseiller régional, et j'ai sorti un truc du genre, c'était un colloque sur le développement culturel, oui. J'ai sorti un truc du genre, mesdames et messieurs, au fond, est-ce qu'on est bien certain que le développement culturel, ça développe quoi que ce soit? Il y a eu un silence, il y a eu un blanc, et puis ils ont ri, et ils ont applaudi, toute la salle. Vous voyez, c'est le truc genre... Vous voyez, comme ça, le maire, le conseil régional. Puis le maire est venu me voir à la fin avec un kir en disant, j'ai beaucoup aimé votre remarque, au fond on peut se demander si le développement culturel ça développe quelque chose. Ça m'a perturbé ce truc-là, vous voyez. Alors j'ai recommencé dans un colloque, j'en faisais beaucoup à cette époque-là, donc j'ai tout de suite, alors j'ai fait exprès ce coup-là. J'ai dit, au fond, mesdames et messieurs, on peut se demander si la décentralisation, c'est vraiment un progrès pour la démocratie. Et il y a eu un silence, ils ont ri et ils ont applaudi. Et le maire est venu me voir en disant, je suis tout à fait d'accord avec votre remarque, il faudrait se demander si la décentralisation est un progrès pour la démocratie. Salut.
Je m'en suis fait une spécialité, mesdames et messieurs, je suis devenu menteur officiel. J'avais un certain succès, on me faisait venir de plus en plus souvent, mon numéro était assez rodé. On m'appelait par exemple, Monsieur Lepage, oui voilà, nous organisons un colloque sur les acteurs de l'éducation dans la ville, en Franche-Comté. On aimerait beaucoup avoir votre présence à la tribune. Alors moi je disais, attendez, vous savez que je ne dis pas la vérité, vous êtes au courant, vous savez ce que je dis sur l'éducation, vous êtes au courant. Oui, c'est exactement ce qu'on veut, ça met de l'animation dans le colloque. C'est là où j'ai commencé à comprendre mon vrai métier, mesdames et messieurs. D'ailleurs, quelqu'un me l'a dit dans la salle, un type un jour a sauté sur le micro, je m'étais fait applaudir en rigolant. Et il a dit, monsieur, en ce qui me concerne, vous êtes un clown. Il a rajouté, j'espère que vous savez que vous êtes leur danseuse. Ça m'a beaucoup fait réfléchir du point de vue des intermittents du spectacle. Le clown danseuse, c'est une catégorie assez particulière, je vous montre. C'est assez rare. J'ai cherché dans le off, il n'y en a pas. Le problème, c'est que je ne me suis pas contenté de faire le clown, je me suis mis à réfléchir à ce que je disais. Et ça, c'était moins prévu. Vous voyez, avec d'autres, pas tout seul, avec d'autres, on s'est mis à se demander, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour que la décentralisation soit réellement démocratique. Il ne suffit pas de dénoncer. Et alors, donc, quand je faisais mon numéro, j'embrayais derrière, ça faisait beaucoup moins rire. On trouvait que j'étais un clown assez barbant. Vous voyez. Je disais par exemple, écoutez, ce qui serait intéressant, c'est que la population, mais aussi les fonctionnaires, les agents de l'Office public des HLM soient associés à la définition de la politique d'attribution des logements, et puis ça serait... il y en a qui s'en allaient, qui s'endormaient, qui disaient « Oh, il est chiant, le page, pas marrant, tout, non. » Et voilà, donc j'ai persisté dans cette voie et je me suis fait virer. Mais virer, hein, net. Je me suis mis au jardin. Le jardin, mesdames et messieurs, c'est pas facile. C'est un vrai savoir. Je trouve infiniment plus facile d'expliquer la crise de la démocratie de représentation dans un capitalisme désormais financiarisé que de faire pousser un putain de chou. Vraiment, je vous jure. Le premier, c'est fastoche. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait tout à l'heure. Ça, c'est costaud. Quand je suis arrivé, je suis allé voir mon voisin, donc en Bretagne, et je lui ai demandé ce qui était le plus facile à faire pousser. Il m'a dit, excusez-moi, je suis obligé de lever la tête, sans ça vous ne voyez pas mes yeux. Si je fais comme ça, moi je vous vois. Alors là, je suis beaucoup plus à l'aise, mais il paraît que et si je fais ça, j'ai l'air d'un con. Je vais l'enlever. Je suis allé voir mon voisin, je lui ai dit qu'est-ce qui est le plus facile à faire pousser. Et il m'a dit c'est les oignons, ça pousse tout seul. Alors je suis allé chez Gamme Vert. J'ai acheté un petit sachet de noix très cher. J'ai semé mes graines, j'ai arrosé. En bon parisien, je suis revenu voir le lendemain pour voir si ça avait poussé. Il n'y avait rien. Alors j'ai remis des graines, j'ai arrosé. Je suis revenu le lendemain, j'ai mis des graines, j'ai arrosé, j'ai racheté des sachets. Je suis ruiné en sachets. J'ai failli faire un procès à Gamme Vert que leurs graines ne marchaient pas. Au bout de 6 semaines environ, j'ai commencé à voir une espèce de gazon qui apparaissait. Je me suis senti vaguement inquiet. J'ai commencé à comprendre que c'était mes oignons et que j'en avais dans les 2 000 à 3 000 sur 1 mètre carré. J'ai pas osé en parler à mon voisin pour pas avoir l'air trop parisien quand même. Je les ai laissés pousser, je lui ai dit comme j'en ai 3 000, je peux en tirer un de temps en temps, voir s'il est là. Donc de temps en temps j'arrachais, il n'y avait rien. Quand ils ont fait 1 mètre, j'ai arraché, il n'y avait rien. Ils se sont mis à faire une grosse boule bleue, très très belle, un peu le Vietnam. J'ai arraché, il n'y avait rien. Et puis alors la boule bleue est devenue toute noire. Et alors c'est incroyable, vous n'allez pas me croire. C'était les mêmes petites graines que celles que j'avais semées. C'est dingue, non? Je trouvais ça très con comme système. Je trouvais ça absolument nul. Des graines qui vont pousser des graines. Vous voyez, je ne voyais pas l'intérêt, j'avais raté l'oignon entre temps. J'étais pas sûr que ça allait m'amuser très longtemps, vous voyez, comme jeu. Je trouvais plus facile d'expliquer la crise de la démocratie de représentation. Non, puis ça me faisait trop penser à mon métier, à ma période menteur, parce que en gros, c'est ça que je faisais. Je semais des graines dans des colloques et ces graines faisaient pousser d'autres graines. Je disais la décentralisation, c'est pas démocratique. Alors ils étaient 50 à dire ah, la décentralisation, c'est pas démocratique. Puis ils le disaient à 500, la décentralisation, c'est pas démocratique. Enfin, bon, à la fin, on était 50 000 à penser que la décentralisation, c'est pas démocratique. Mais enfin, ça changeait rien. Elle devenait jamais, il n'y avait pas d'oignons, jamais. Il y avait des graines, ils faisaient des graines.
C'est assez déprimant comme système. J'ai pas eu que ça comme bide. Ici, les tomates aussi. C'est très piégeux, la tomate. Alors, si on ne vous a pas expliqué qu'il faut la pincer, vous la laissez pousser, vous. Hein. Alors, la tomate, c'est un truc comme ça, puis là, il y a des petits trucs qui apparaissent, il faut le pincer. Si vous ne le pincez pas, il y a 6 tomates. Waouh! Ah ben, 12 tomates. 18 tomates, mais... Et donc, moi, je trouvais ça génial. J'arrosais comme un malade, je mettais des tuteurs. Au bout d'un mètre, j'allais mettre un tuteur de 2 mètres. Quand le 2 mètres ont été dépassés, j'étais embêté. J'étais coupé des grandes tiges de 4 mètres de noisetier. Je me suis dit, à 4 mètres, ça va monter quand même. Sauf que j'arrivais plus. Il me donnait un escabeau pour attacher les trucs. Et alors, mes voisins étaient des nuls. C'était grotesque. Ils avaient des petits plants de tomates grands comme ça, avec 4 grosses tomates dedans. Moi, j'avais quand même 96 tomates sur 4,50 mètres. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai compris que je faisais fausse route. Hein. Voilà, j'ai pigé que c'était pas ça. D'être toute petite comme ça, de toute façon. Et puis alors, ça aussi, ça me faisait penser à mes échecs précédents, si vous voulez, parce que quand on a voulu dire des contre-vérités donc, aux gens de la base et du terrain, donc on leur a dit, écoutez, on va vous expliquer pourquoi ce que vous appelez culture, en fait, c'est du fascisme. Mais vous ne criez pas, puisqu'on va prendre le temps de vous expliquer que ce que vous appelez culture et que vous croyez combattre le capitalisme, en fait, c'est la courroie de transmission du capitalisme. Et donc voilà, alors, mais simplement, il faut maîtriser plusieurs tiges. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut comprendre, il faut laisser pousser le plant de tomate. Et alors, une fois que vous avez tout le système, vous comprenez ça. Mais si je vous le dis comme ça, si je vous dis la culture, c'est le truc qu'il faut abattre absolument si on est de gauche, vous n'allez pas me croire. Vous allez trouver que c'est un peu court comme démonstration. Et donc, alors, on partait dans des démonstrations plan de tomates de 4 mètres, terribles, mais terribles. Hein. Alors, vous voyez, on disait, ouais, alors, pour comprendre ça, vous voyez, il faut que vous commenciez, alors, en plan de tomates à 5 cm, vous partir de la Révolution. Alors, déjà, elle disait, ah, la Révolution française, non, la Révolution anglaise, 1750, la Révolution industrielle, celle qui libère les forces de travail considérables avec la machine à vapeur. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, accumulation plus transmission égale progrès social égale ma vie sera meilleure à la fin de ma vie qu'au début de ma vie et la vie de mes enfants sera meilleure que ma vie. C'est ça qui est en train d'être mis en cause en ce moment. Et Sarkozy joue avec le feu. Mais là, on est déjà dans les tomates du haut. Et donc, alors, pour rendre ça possible, puisque la société par ordre, vous savez, par corporation, vous ne pouvez pas, si vous êtes chaudronnier, vous ne pouvez pas devenir boulanger, c'est impossible. Donc il faut faire péter ça. Donc là, deuxième branche, la Révolution française, les droits de l'homme, n'est-ce pas? Les droits de l'individu, puisqu'il faut désormais que chaque individu ait la liberté d'aller se faire exploiter où il veut, quand il veut. Je résume très vite. La troisième branche, c'est que évidemment, ce système fabrique une égalité qu'il faut rendre légitime et acceptable, et donc c'est l'école qui sert à ça, donc le système culturel, donc il arrive, le voilà. L'école est le système qui vous fait croire que votre place dans la hiérarchie sociale est le résultat de votre mérite scolaire ou de votre bonne volonté culturelle. C'est-à-dire dans une société de plein emploi. C'est pour ça que là encore aujourd'hui le mensonge devient patent, mais tant qu'il y a du plein emploi, on peut croire que si on est ouvrier ou si on est cadre, c'est parce qu'on a bien ou mal travaillé à l'école. C'est à ça qu'elle sert. Elle sert à légitimer les inégalités et puis les rendre acceptables, puisque le système vous promet que si vous travaillez bien, vous allez monter et que vous êtes ouvrier, paysan, mais qu'un jour votre arrière-petit-fils sera, je ne sais pas, gynécologue. Et donc c'est faux, c'est totalement faux. Je veux dire, l'école reproduit les inégalités, d'accord? Elle fait monter tout le système comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, vous arrivez, il faut bac plus 3 pour être caissière à Auchan, mais c'est pas grave, il faut 3 masters aux États-Unis pour diriger une petite entreprise. Et quand vous dites, mais non, c'est pas vrai, je connais des gens qui. Oui, je peux vous dire combien. On a les statistiques, c'est 1%. Vous connaissez des sauts de classe de 1%. D'accord? Le père était petit ouvrier, mais lui, il est médecin, oui, 1%. Au passage, vous laissez tomber 99, ce n'est pas très important, ceux-là, qui restent exactement, rigoureusement dans la même structure de classe que leurs parents. Donc, vous avez 1% en 1945 de fils d'ouvriers à l'université, vous avez 1% de fils d'ouvriers en 2005 à l'université. Mais c'est pas grave, l'école démocratise des savoirs, du matin au soir, c'est connu. Et donc, ce genre de truc, alors, vous expliquez ça, vous dites que là-dedans, donc, le mensonge de la démocratisation culturelle, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on dit aux gens qu'ils manquent de culture, que c'est en leur donnant de la culture qu'ils vont améliorer leur situation, on se fout littéralement de leur gueule. Mais on peut le voir dans une société où il y a du chômage massif. On ne peut pas le deviner dans une société de plein emploi.
Et donc la théorie de l'excès de culture, donc vous êtes là déjà rendu à 1 mètre, déjà à 6e branche, c'est d'expliquer que contrairement à ce qu'ils se racontent partout, les gens ne manquent pas de culture, ils ont trop de culture par rapport à ce que le système leur autorise d'exploiter de savoir dans l'organisation du travail. Et donc on est toujours en situation d'excès de culture par rapport à cette capacité d'utiliser notre culture dans la société. Et donc évidemment, à partir de là, vous continuez à grimper le système, expliquer la crise de la démocratie de représentation, parce que crise de l'action publique, puisque à partir du moment où le chômage, parce que le capitalisme se financiarise, ils sont déjà presque tous partis. Il en reste 3-4 qui acceptent encore de regarder un peu où vont les tomates. Le capitalisme se financiarise, alors ça, bon, voilà, tac, 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 globalisation en réalité ça s'appelle dérégulation, pourquoi, comment, etc. Et donc ça évidemment fabrique du chômage, etc. L'attaque contre le salariat, c'est-à-dire la seule crise, la vraie crise qui existe, c'est la crise contre la crise salariale, c'est-à-dire que tout le système tient avec une institution centrale qu'on appelle le compromis social-démocrate, qui est l'institution du salariat. Alors vous croyez que le salaire, c'est la fiche de paye qu'on vous donne, pas du tout, ça c'est le salaire direct. L'autre partie du salariat est constituée du salaire indirect, c'est-à-dire le chômage, la maladie, la vieillesse, n'est-ce pas? Le salaire socialisé sur les cotisations sociales, patronales, etc. Et donc ce que veut faire le patronat maintenant, c'est ne plus vous donner que du salaire direct et vous faire payer ce qu'il vous donnait avant en salaire indirect, faisant acheter par Vivendi, par d'autres, etc. Deuxième gros danger de Sarkozy. Il attaque le compromis social-démocrate, d'accord, sauf que c'est ça qui avait empêché qu'il y ait une révolution, n'est-ce pas, au tournant du siècle. Donc, il joue un peu avec le feu. Moi, ça m'arrange, enfin, on verra si on se laisse faire. Et donc, vous êtes rendu là, alors il y en a encore 2 ou 3 qui vous écoutent gentiment. À mon avis, ils ont décroché au niveau de la 4e branche. Ils sont largués à 48 tomates, vous êtes à 276 tomates déjà. Vous n'avez toujours pas commencé à expliquer pourquoi la culture c'est le joujou du capitalisme, n'est-ce pas? Et donc vous êtes là dans votre système, etc. La crise de l'action publique. L'action publique avant fonctionne, donc c'était de plein emploi, en redistribuant du progrès culturel, n'est-ce pas, du progrès économique. Alors évidemment là, ça consiste à identifier des gens qui ne sont pas au travail en faisant croire que c'est de leur faute. Donc c'est à ça que servent des dispositifs pour les jeunes, pour les femmes, pour les trop vieux, les trop jeunes, les trop arabes, les trop, etc. Et donc évidemment le système fait croire aux gens qu'ils manquent de quelque chose. C'est un pur et simple foutaise, un dispositif d'insertion. Et donc, évidemment, c'est pas là que ça se passe. S'ils n'ont pas de travail, c'est à cause de l'organisation du travail que ça se passe, et non pas du tout à cause de eux, etc. Donc, vous montez comme ça, donc hop, hop, et puis vous arrivez, crise des dispositifs, donc mise en danger de la démocratie de représentation, puisque la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite ne change rien au chômage, et donc autant laisser tomber la démocratie de représentation et confier nos intérêts au marché. Ça tombe bien, il est là. Donc la NPE devient manpower, Vivendi s'occupe des centres de loisirs et des hôpitaux, ben oui, ben pourquoi pas, etc. Donc c'est là. Et alors là, évidemment, bon, si vous voulez sauver la démocratie, donc vous arrivez enfin à votre hypothèse, vous êtes déjà tout seul. Vous parlez tout seul. Vous allez enfin, si vous voulez sauver ça, il ne faut plus faire de la culture, de la diffusion qui prennent les gens pour des cons, etc., qui les traitent en creux. Il faut faire de l'éducation populaire, de la culture avec un petit c, qui les traite en plein, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut effectivement libérer leur capacité d'initiative dans la mise en œuvre de l'intérêt général, c'est-à-dire transformer leur savoir, leur expérience de la domination en savoir utile pour de l'action collective, pour changer, pour plus de justice, plus d'égalité. Ça, ce travail absolument génial. Un truc comme ça, vous êtes dans la dernière tomate, et il n'y a plus personne. Et donc, vous regardez votre plan de tomate, je ne comprends pas. Là, il y a ça, c'est bien ça. La crise du salariat, oui, c'est logique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, c'est de la démocratie participative, c'est-à-dire du conflit dans les services publics sur la nature des services publics. C'est ça l'enjeu de la démocratie, c'est pas de faire pipi par terre dans la cour d'honneur. Tout seul. Et tout ça à cause de Mademoiselle Faure. Parce que quand elle a commencé à accepter de me parler, moi, j'ai commencé à comprendre. 1940. Mademoiselle Faure est professeure de français au lycée de jeunes filles à Oran, en Algérie. L'État français promulgue les lois portant statut des Juifs qui imposent de virer tous les élèves juifs de l'enseignement public. Des élèves juifs, il y en a quelques-unes au lycée de jeunes filles d'Oran. Mademoiselle Faure est choquée. Elle enseigne quotidiennement Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau. Et elle est encore plus choquée de voir qu'elle est la seule à être choquée. Ses collègues lui disent, écoute, Christiane, pouille-pouille,
tu vas avoir des ennuis, continue comme ça. De toute façon, tu ne seras pas plus utile quand tu seras toi-même viré. Enfin, vous connaissez. C'était pas la peine de travailler à la Deutsche Bahn pour être aiguilleur allemand, vous voyez. Ouais. Et donc, elle voit les jeunes filles partir comme ça, avec leur petite robe rose sous le bras, descendre la colline d'Oran, dit-elle. Et elle va résister, voilà, elle va faire passer le bac en cachette, on va la menacer de déportation, mais l'Algérie est libérée assez tôt, dès 1942. Et le gouvernement provisoire de la République d'Alger, mesdames, messieurs, avec M. René Capitan, M. Jean Guéhenno, intellectuel communiste, vont chercher Mademoiselle Faure, d'autres, M. Bat-Van Baye, peu importe les noms, ils vont créer un cabinet, à partir de cette idée centrale, qui est que ce qui vient de se passer à Auschwitz démontre que l'instruction et la culture ne sont pas suffisantes pour empêcher la barbarie. Et qu'on peut être parfaitement instruit, jouer du Mendelssohn sur un violoncelle et diriger un camp de concentration. Et que donc, si ni la culture ni l'instruction ne sont suffisantes pour préférer la démocratie au fascisme, alors c'est qu'il manque dans le dispositif éducatif quelque chose qui est de l'ordre d'une éducation politique. Ce que Condorcet avait déjà dit, mais on avait refermé la moitié de ce que disait Condorcet pour ne garder que l'instruction méritocratique. Il faut une Shoah, mesdames et messieurs, plusieurs millions de morts pour accepter de reconnaître cette chose toute bête que Condorcet avait dit, qu'il faut aussi, en plus de l'instruction, réaliser les conditions d'une réflexion permanente sur la préférabilité de la démocratie sur le fascisme, c'est-à-dire les conditions d'une éducation politique. Et donc, il crée, 1944, au sein du nouveau ministère dit de l'Éducation nationale, à côté de la direction du primaire, de la direction du secondaire, de la direction du supérieur, de la direction des arts et lettres, de Mademoiselle Laurent, dont la question sont les beaux-arts, et de la direction de l'éducation physique et des activités sportives, il crée une 6e direction révolutionnaire, qui est la direction de la culture populaire et des mouvements de jeunesse. Pourquoi des mouvements de jeunesse? Parce qu'on pense que ce n'est pas les enseignants, mais les cadres de la jeunesse qui vont faire ce travail, qui devient 3 mois plus tard la direction de l'éducation populaire, c'est-à-dire de l'éducation politique et des mouvements de jeunesse. L'éducation politique des jeunes, ça veut dire des jeunes adultes. Le jeune tel que vous le connaissez aujourd'hui, dans une banlieue, 14 ans, les lacets d'effet, les casquettes à l'envers, n'existe pas en 1945. Ne riez pas. Le ministère de la jeunesse sur lequel on va faire un spectacle un jour est une atrocité de manipulation de cette image-là de la jeunesse. On n'a pas le temps. C'est pas ça. Oubliez ça. Et donc, on crée une direction de l'éducation populaire et Mademoiselle Faure va recruter dans le théâtre des gens qui viennent de chez Chancerelle, Copeau, dans le cinéma, dans la radio, Pierre Schaeffer, qui va devenir le pionnier de la radio française, des gens incroyables, des gens du livre, de la lecture, pas de la télévision, il n'existe pas, des gens de la danse, etc. On recrutait une équipe de gens qui ont une technique d'expression pour leur demander s'ils veulent bien venir dans ce nouveau ministère imaginer les conditions d'une éducation politique des jeunes adultes à partir de leur... C'est-à-dire d'une réflexion sur la démocratie et sur l'état de la société avec du théâtre, du film, du cinéma, etc. C'est un projet phénoménal, mesdames et messieurs, c'est un projet génial. C'est un projet indispensable. C'est fabuleux ce qui s'est joué là, dans ces années-là. Il a fallu une Shoah pour ça. Les communistes veulent mettre la main sur cette direction, et on les comprend, ils ont raison, c'est d'ailleurs leur boulot. Les gaullistes aussi. Mais les gaullistes vont empêcher les communistes de récupérer cette direction, et les communistes, plutôt que de voir des gaullistes récupérer une direction aussi importante, préfèrent la saborder. C'est un choix stratégique dont on pourrait discuter 50 ans plus tard, mais peu importe. Plutôt que ce soit des gaullistes, et M. Roger Garaudy, qui est rapporteur de ce projet à l'Assemblée nationale pour le groupe communiste, à la surprise générale, propose, pour mesure d'économie publique, de fusionner la toute naissante direction de l'éducation populaire avec la mammouthesque direction de l'éducation physique et des activités sportives dans une très bizarroïde direction générale de la jeunesse et des sports. Matrice du bizarroïde ministère actuel,
dont les fonctionnaires se demandent encore, 60 ans après, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire jeunesse des sports? Est-ce que ce sont des jeunes qui font du sport? Est-ce que ce sont des jeunes et du sport? Comme si on avait fusionné, je ne sais pas, le ministère du rail et de la betterave. Enfin, vous voyez, comme ça. Une mesure d'économie publique, oui. Eh bien, mesdames et messieurs, ce ministère de la Jeunesse et des Sports est le premier avortement de ce projet merveilleux, extraordinaire, intelligent, révolutionnaire d'une direction de l'éducation populaire au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il va y avoir un deuxième avortement beaucoup plus grave. Les instructeurs, ne voulant plus travailler avec les sportifs, puisqu'on ne leur donne pas de cinéma ni de théâtre, mais on leur construit des gymnases, les instructeurs vont écrire un livre qui s'appelle « Pour un ministère de la culture ». Ils vont réfléchir à ces problèmes. Ils vont vouloir dans leur ministère. Pour un ministère de la culture avec un petit c, un ministère de la démocratie culturelle. Et donc, ils vont écrire un livre, ils vont penser à Camus pour être leur ministre. Albert Camus a dirigé une maison de la culture en Algérie. Il a créé un théâtre qui s'appelle le théâtre du travail. Je vous le redis, c'est tellement beau. Essayez d'imaginer Malraux en même temps. Le théâtre du travail. Pas le théâtre de l'esprit qui fuse d'en haut. Hein, d'accord. Théâtre du pipi par terre, vous voyez. J'arrête avec ça. Jadot populiste, 3 balles. Et donc, et Camus défend la création collective contre la création individuelle. La pipi par terre à 200. Mais Camus se tue en bagnole. Et un général prend le pouvoir dans des conditions qui font parler d'un putsch. Dans ses fonds, il a un chantre. Type mégalomane que tout le monde prend pour un dingue, malade, mais génial aussi. André Malraux, et on va voir André Malraux, M. Debré, le père du fils, va voir Malraux en lui disant voilà, le général veut me confier un ministère, et en plus un super ministère, un ministère d'État. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, M. Malraux, comme ministère? Et Malraux dit je voudrais être ministre de la jeunesse. Tiens. Alors, comme ça, mesdames et messieurs, Malraux n'a pas demandé à être ministre de la culture, mais alors. On vous a raconté toujours que la vérité, vous, alors. Vous n'avez jamais entendu moins de petits mensonges. Malraux va être ministre de la jeunesse. La jeunesse, ça va coiffer. Vous allez essayer de comprendre la logique fasciste de Malraux. Fasciste, ça veut dire que l'État définit le sens de la société. Ça, c'est le fantasme totalement totalitaire de Malraux. D'accord ? La jeunesse, c'est un grand ministère qui coiffe pas seulement l'éducation nationale, mais tout. Vous voyez, c'est le ministère de l'avenir, le ministère qui est de la société, c'est ça. Il y en avait un sous Staline et un sous Hitler. C'est tout. Comme le ministère de la Culture. Le 3e ministère de la Culture dans l'histoire du monde sera en France. Et donc il s'agit de créer ce ministère qui va influencer, qui va fabriquer la société à partir de l'État. Et donc, ministère de la Jeunesse, non, Pétain est tout prêt, Mendès France s'est cassé la gueule sur cette question, on lui dit non, pas. Non. Alors il dit, alors je veux être ministère de la Recherche. Encore une fois, mesdames et messieurs, la recherche, c'est ce qui va décider de l'avenir, d'accord? C'est ce qui l'élite. On lui dit non, vous n'avez pas les compétences. Alors il dit, je veux être ministre de la télévision. Tout le monde dit, il est pété, Malraux. Malraux n'est pas pété, Malraux est génial. Malraux sait déjà, tout seul, ce que c'est qu'un ministère de la télévision. Il a déjà compris. Et donc on lui dit non, etc. Donc il va bouder. Debré se fait engueuler par De Gaulle. Debré retourne voir Malraux et Debré a lu la brochure des instructeurs de Mademoiselle Faure pour un ministère de la Culture. Il dit à Malraux, monsieur André Malraux, est-ce que vous accepteriez d'être ministre des Affaires culturelles? Dans l'esprit de Debré, c'est un hochet qui va durer 3 semaines ou 3 mois. On sort de la 4e République, les ministères de 3 mois. Il faut amuser Malraux. Malraux accepte. Tiens, comme ça se trouve. Mademoiselle Faure, les instructeurs, les premiers directeurs de cabinet d'André Malraux, des gens absolument remarquables, Gaëtan Picon, Pierre Moineau, des intellectuels français importants, commencent à travailler avec Mademoiselle Faure sur la définition de ce qu'ils appellent l'éducation, maintenant, ce qu'ils appellent culture, ministère de la culture, qui veut dire éducation populaire, n'est-ce pas, avec les associations. C'est un ministère qui met en mouvement toute la population sur la question démocratique, sur la question politique, voilà, c'est ça, sur la question de la société, c'est ça la culture. Et puis, aucun fonctionnaire ne veut travailler pour Malraux, pour ne pas griller sa carrière, et on donne à Malraux les fonctionnaires rapatriés de la France d'outre-mer. M. Émile Jean Biasini revient du Tchad. Il est habitué à défendre la culture française, à construire des ponts, des routes, et à faire avancer des dossiers dans la jungle des bacs chiches et des pouvoirs locaux. Et Biasini va construire le programme de Malraux des maisons de la culture contre les maires, contre tout ça. Il va lui faire sortir de terre ces maisons de la culture. Biasini est un type important, puissant et discret, mesdames et messieurs, qu'on retrouve très très discret, ministre des Grands Travaux sous Jacques Lang, c'est vous dire. Le
du parcours. Et donc, Biasini va inverser la doctrine qui est en train de s'élaborer. Et il va éjecter le peuple et ses préoccupations du projet de Malraux. Il a compris ce que veut Malraux. Et donc, il va fabriquer ces horreurs, ces cathédrales de la culture, qui sont les maisons de la culture. Le premier projet, quand vous regardez, précise que toutes les associations viendront là-dedans faire ce qu'elles ont à faire. Le troisième projet précise que pas une association ne mettra les pieds dans une maison de la culture, que ce n'est pas un garage associatif. La phrase exacte est les maisons de la culture n'accueilleront pas le gala de fin d'année des petites filles en tutu rose de l'association de parents d'élèves. Oui. Pour vous indiquer ce que c'est qu'un ministère du mépris du peuple, un ministère de la distinction. Et donc cette espèce d'andouillerie, si vous voulez, le plus haut d'esprit, les créations de l'esprit humain, encore plus haut là-haut, va voir le jour. Et M. Malraux déclarera lors de l'inauguration de la première maison de la culture cette phrase que je trouve personnellement terrifiante. Deux points, ouvrez les guillemets. Je ne vous imite pas Malraux, on n'est pas chez Paubert. Mais je dis ça parce que quelqu'un m'a dit oui, mais Mademoiselle Faure. Mais je dis mais non, elle a vraiment existé. Bon. Deux points, ouvrez les guillemets. Nous allons enfin savoir ce qui peut être autre que le politique dans l'ordre de l'esprit humain. Fin de citation. Le programme est clair. Le culturel, c'est ce qui va détruire du politique. La culture, c'est ce qui remplace la politique. Voilà. 2000 ans puis Aristote, l'homme est un animal politique, enfin qui est là pour s'intéresser à ses semblables finis. Maintenant, il s'intéresse à lui-même, il se masturbe sur scène, il discute avec Dieu, donc avec lui-même, voilà, etc. Sur ça, il est dans l'offre. Donc, voilà, le projet. Alors, ça consiste à remplacer du sens par du signe. Voilà, je vous explique ça très très vite. Le sens, c'est ceci est mieux que cela. Oui, c'est ça le sens. Une société, par exemple, une société qui décrète l'égalité de l'homme et de la femme est meilleure qu'une société qui ne la décrète pas. Évidemment, si vous transformez ça en langage culturel, tous les signes étant équivalents, une société qui décrète l'égalité de l'homme et de la femme est une société qui a un code culturel qui n'a rien à dire à une société qui a un autre code culturel. Et donc l'excision étant une pratique culturelle, nous n'avons rien à dire sur l'excision, nous devons respecter cette pratique en tant que pratique culturelle. C'est à ça que sert la culture, et à détruire du sens. Et donc ça va marcher très très fort. Le ministère de la Culture va faire ce travail remarquable d'effacer la figure d'ouvrier pour la remplacer par celle du créateur individuel. Bon, ça c'est ce que veut le patronat à partir de 1971, hein, les assises de Marseille. Il explique comment, en changeant les mots, il va détruire le syndicalisme, etc. Bon, tout ça est écrit. Hein. Donc le ministère de la Culture, alors je saute, hein, on va régler son compte à Malraux avec Duhamel, mais malheureusement ça ne durera pas très longtemps. Et puis derrière Duhamel, on essaie de refaire l'histoire de la culture qui marche un peu et qui n'est pas cette idiotie de Malraux. On arrive en mai 81 avec un super Malraux. Et alors là, on va dans les choux-fleurs, laisse tomber. Pas la peine de se battre contre ça, ça ne marche plus la peine, ça ne marche plus. On est dans le sacré permanent, oui. Et donc, on va détruire du sens. Par exemple, si vous avez regardé le défilé de gouttes sur les Champs-Élysées pour célébrer le bicentenaire de la Révolution, vous voyez, alors Jean-Noël Jeannet déclare « La France n'a plus de leçons à donner au peuple, au reste de l'humanité ». C'est une façon de célébrer, si vous voulez, la Révolution française qui prétendait effectivement libérer, offrir les droits de l'homme à tout le monde, etc. Donc là, non, on n'a plus rien à dire. Et donc on aurait pu faire, comme bicentenaire, je ne sais pas moi, l'état des droits de l'homme en Afrique, je ne sais pas, le fascisme en Amérique du Sud, voilà, ça aurait été une contribution de la France. Non, pas du tout. On fait le défilé qui s'appelle les tribus planétaires, où chaque population est résumée non pas à ses rapports sociaux, mais à la caricature de son signe. Donc les Noirs sont tout nus et tapent sur des tam-tams, et les Anglais prennent des trompes d'eau sur la tête parce qu'il pleut en Angleterre. Voilà, c'est ça la culture. Je schématise, on n'a pas beaucoup de temps. Le découflet, l'ouverture des Jeux Olympiques. Alors, par exemple, les Jeux Olympiques, c'est la cérémonie la plus fasciste du monde. Hein, les nations qui défilent les unes derrière les autres. Et bien, avec la France, Jacques Lang, la culture avec un grand cul, ils défilent avec une plume dans le cul, et c'est follement rigolo. Et donc tout le monde trouve ça très très marrant, si vous voulez, ça déguise du fascisme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rend le capitalisme ludique et rigolo. Voilà, c'est à ça que ça sert, mon Dieu. Mesdames et messieurs, ne prenez pas ça pour une plaisanterie, c'est extraordinairement sérieux. Un pays qui peut faire les Jeux Olympiques de découfler est un capitalisme extraordinairement puissant qui manifeste de cette manière-là sa puissance, parce que l'autodérision est un signe de puissance extraordinaire. Imaginez
imaginez ce que je l'ai dit tout à l'heure, ce que ça donnerait s'il s'occupait de faire la guerre ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, et donc voilà. Alors, ça se passe aussi dans le registre des langages. Marcuse, pour ceux qui ont connu la guerre de 68, vous avez d'ailleurs prévenu. Marcuse nous disait en 68, mesdames et messieurs, faites attention, vous êtes en train de vivre la toute dernière critique efficace du capitalisme, puisqu'il est en train de s'opérer une révolution dans l'ordre des langages qui fait que vous n'aurez bientôt plus les mots pour penser négativement le capitalisme. Vous ne pourrez plus que le nommer et donc le penser positivement. C'est évident que quand vous nommez le capitalisme du développement, alors que c'est du pillage, et qu'on veut même vous le rendre durable, pour être bien sûr, parce que vous nommez un patron ou un exploiteur un investisseur, n'est-ce pas, il se met à travailler pour votre bien, donc, etc. Et donc, voilà, vous connaissez tous ces mots, hein, lien social, partenariat, développement local, enfin bon, voilà, vous les connaissez aussi bien que moi. Ce sont ce que Marcuse appelait des concepts opérationnels. Ce ne sont pas des concepts pour penser, ce sont des concepts pour agir sans penser, pour agir dans le sens de la domination. Et alors, c'est à ça que servent les colloques. Je vais me permettre d'enfiler devant vous mon costume de prophète. Je l'ai ressorti de la naphtaline avec une certaine émotion. Ne croyez pas qu'il s'agit d'un costume de théâtre, c'est un vrai costume de prophète. Je veux dire qu'il a vraiment prophétisé. Il a fait quelques dégâts, celui-là. Il a été une paire de fois raconter des conneries sur la médiation culturelle. C'est un costume post-93. Avant 93, avant que les socialistes ne se fassent débarquer, il eût été noir. C'est normal. La culture, c'est un truc de curé, donc c'est normal qu'ils s'habillent tous en noir. Et donc, ça aurait été un costume noir. La droite, dans son mauvais goût très connu, a autorisé le gris souris. Et le polo noir, 3 boutons obligatoire des socialistes, a pu devenir une chemise. Voilà. Si c'est un colloque du ministère de la Culture, c'est du lin gris souris froissé. Si c'est un colloque des affaires sociales, c'est du lin gris souris repassé. Ne vous pointez pas avec un costume froissé dans un colloque des affaires sociales, tout le monde se demanderait ce que ce culturel vient faire parmi nous. Et puis ne demandez pas une subvention au ministère de la Culture avec des fringues repassées, vous n'aurez pas, même avec un costard ou une cravate, enfin vous voyez, je veux dire, bon, voilà, vous travaillez au ministère de la Culture qui est supposé manifester de la liberté d'expression dans le capitalisme. Et donc dans un colloque il y a un animateur, en général cet animateur a été choisi par le maire, parmi une émission célèbre de jeux télévisés. Son rôle est de faire jouer un certain poujadisme, c'est-à-dire de se moquer pour être du côté du maire, qui est un ancien charcutier qui s'est fait élire, etc., pour se moquer des intellectuels et de leur langage, vous voyez. C'est le seul qui a une cravate et une chemise blanche, donc facile à reconnaître. Et je vais utiliser cet artifice pour symboliser l'animateur et la cravate. La convention du clown impose de mettre le nez rouge de dos, même si la convention du théâtre interdit de tourner le dos au spectateur. Bien, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, venez, rapprochez-vous, ne venez pas tout dans le fond, écoutez, venez devant, ce sont des sociologues, ils ne vont pas vous manger. Venez, mesdames et messieurs, venez. Nous allons commencer ce colloque, mesdames et messieurs, on est déjà en retard, écoutez, je crois que nous avons sacrifié au traditionnel quart d'heure vauclusien, et nous allons pouvoir commencer ce colloque sur le développement culturel et le développement social associé à un développement économique, facteur de développement local en Vaucluse. Contrairement à ce qui était annoncé sur la plaquette, monsieur le président du conseil régional ne sera pas des nôtres aujourd'hui. Nous le regrettons tous, il était appelé à une réunion très importante en préfecture, mais rassurez-vous, il m'a promis qu'il viendrait 5 minutes avant la fin pour faire la conclusion de vos travaux. Une première table ronde, nous avons 3 tables rondes ce matin de 7 personnes chacune, nous n'avons plus qu'1 heure, donc dépêchons-nous. Première table ronde avec une assez belle parité homme-femme, je souhaiterais le signaler, puisque nous avons 4 directeurs de centres culturels et leurs 4 charmantes animatrices danse, ainsi que monsieur le directeur de la formation professionnelle du travail, de l'emploi, de la solidarité intergénérationnelle et de l'économie sociale et solidaire, et sa secrétaire.
Le premier intervenant est Monsieur Lepage. Monsieur Lepage, vous êtes directeur chargé du développement culturel, de la communication, des actions de prospective de formation à la Fédération nationale laïque, pluraliste, co-gestionnaire, démocratique, civique et citoyenne de la jeunesse culturelle et sociale de France. Monsieur Lepage, je ne me suis pas trompé. Voilà, Monsieur Lepage, vous nous parlez, vous nous expliquez ce qu'est le développement culturel, Monsieur Lepage, pour 5 longues minutes. À ce stade, mesdames et messieurs, il faut que je vous donne 2-3 trucs d'un colloque, ça peut vous servir. Alors, il faut que vous sachiez que dans un colloque, j'en reprends une deuxième fois, s'il vous plaît. Quoi? Je ne suis pas un professionnel. Alors, dans un colloque, vous n'êtes pas là pour ni être en désaccord, ni dire quelque chose de nouveau. Vous êtes là pour signifier, signaler votre adhésion profonde à l'ordre des choses et votre désir d'en faire partie sans rien bousculer. C'est en gros à ça que ça sert. Les gens qui viennent se montrer là, viennent montrer qu'ils sont complètement en accord, en soumission, si vous voulez, avec le pouvoir. Vous avez une entrée très pratique qui rassure tout de suite tout le monde, c'est celle qui consiste à dire « Monsieur le Président, merci, Monsieur le maire, Monsieur le représentant du Conseil régional, Mesdames, Messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti. » Alors c'est revenir le mot important. Je voudrais revenir sur une notion qui me paraît essentielle. Alors tout le monde a compris que vous n'allez rien dire d'essentiel, vous comprenez? Des rabâchés, des trucs, pas grave. Donc ça c'est très bien. Alors vous avez une introduction très très pratique, je vous l'ai faite tout à l'heure, c'est l'introduction dite au fond. Alors, par exemple, c'est un colloque du ministère de la Culture sur la violence dans les banlieues, au hasard. Alors vous dites, mesdames et messieurs, monsieur le président, monsieur le maire, monsieur le représentant du conseil régional, mesdames et messieurs, je voudrais revenir, non, pas du tout. Au fond, mesdames, messieurs, est-on bien certain que la question de la violence dans les banlieues est une question de délinquance? Est-ce que ça ne serait pas plus fondamentalement un problème de nature culturelle? Alors, si c'est un colloque du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires sociales, bien sûr, vous dites, au fond, mesdames et messieurs, on peut se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question de nature culturelle. Est-ce que ça ne serait pas plus fondamentalement un simple problème de délinquance? Vous avez besoin d'un maximum de 20 mots. En général, vous faites une communication à 10-12 mots. Vous n'êtes pas là pour impressionner, vous n'êtes pas là pour mettre qui que ce soit mal à l'aise. Le maire, lui, utilise entre 4 et 5 mots. Je vous ai fait une communication à 19 mots. C'est une grosse communication, vous n'avez absolument pas besoin de ça. Hein. Ça marche aussi bien avec la moitié. Donc voilà, je les bats, j'espère que vous me faites confiance. Vous voulez monter pour couper, non? Ça va? Vous me dites stop. Voilà. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le représentant du Conseil régional, je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, revenir sur une notion qui me paraît essentielle, et cette notion, c'est la notion de développement, que je voudrais mettre en relation avec cette autre notion qui est celle du local. Développement local, en effet, si l'on considère aujourd'hui que ce que nous appelons contrat, c'est-à-dire ce qui opère une véritable médiation porteuse de citoyenneté, si nous pensons effectivement que c'est dans un véritable partenariat qu'elle se réalise et qu'elle est elle-même la condition indépassable de toute démocratie, alors c'est bien en termes de participation, c'est-à-dire d'une synergie qui aujourd'hui doit se réaliser dans le cadre de la décentralisation, cela d'autant plus à l'heure de la mondialisation, vous le savez, que nous devons associer les habitants dans le cadre de projets et qui créeront ce lien social que nous appelons tous de nos voeux et qui prendra en compte cette dimension interculturelle sans laquelle la proximité avec les acteurs ne provoquerait aucune solidarité. Mais je voudrais dire également une deuxième chose. Et cette deuxième chose est la suivante. C'est que si l'on s'attarde cette fois-ci sur le concept de mondialisation qu'il faut rapprocher
du statut aujourd'hui des habitants, alors c'est bien en termes de lien social qu'il nous faut penser les projets, parce que dans le cadre des contrats qui sont de véritables médiations porteuses de solidarité, ce sont bien du côté des acteurs aujourd'hui que repose la décentralisation, c'est-à-dire d'un partenariat qui soit véritablement facteur de démocratie et en définitive de développement, parce que l'espace du local aujourd'hui est devenu celui de la participation créatrice d'une véritable synergie. On passe la parole à la salle pour les questions. Alors, il n'y a jamais de première question, ça commence toujours par un grand silence, et on passe tout de suite à la deuxième question. La deuxième question n'est pas une question, c'est une intervention d'un président associatif qui est là depuis 25 ans et qui voudrait faire remarquer que sa place devrait être à la tribune. Ça dure assez longtemps, il va en gros refaire une énième communication de ce type alors qu'on est déjà en retard. Et puis, vous lui répondrez sur le même mode. Il se peut cependant que vous ayez affaire à un grincheux qui utilise des mots aujourd'hui disparus. Alors vous avez un type qui prend le micro et qui dit « Oui, moi je voudrais poser une question, je ne comprends pas comme sociologue que vous ne faites pas référence au concept de domination. » La façon la plus simple de lui régler son compte, assez classique, consiste à dire « Écoutez monsieur, je ne souhaiterais pas répondre personnellement à cette question, je préfère que ce soit la salle qui vous réponde. » Le mec se fait lyncher. Si vous n'avez pas le temps de faire ça, c'est qu'un deuxième abruti s'est jeté sur le micro et a dit « Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le monsieur d'avant. » Et d'ailleurs, alors vous, les sociologues, c'est quand même incroyable. Alors, la révolution, hein, on dirait que c'est plus à l'ordre du jour. L'aliénation, il n'y en a plus, alors qu'ils doivent s'acheter des pompes dans les quartiers à 1000 balles la paire. Et puis, alors, la lutte des classes, on n'en parle pas. Et on dirait que l'exploitation a disparu. Le maire vous regarde. Vous avez deux façons de vous en sortir. La première consiste à me faire passer pour un abruti. Ce n'est pas la façon la plus élégante, mais vous n'avez pas toujours le temps de faire mieux. On vous dirait, écoutez monsieur, je suis sincèrement inquiet du terme que vous utilisez. Monsieur, si comme moi, je l'espère, vous vous réjouissez de la chute du mur de Berlin, si comme moi je le pense, vous roulez en Renault Espace et non pas en Trabant, dont on reconnaît le conducteur au fait qu'il avait deux bras bronzés, si vous ne troqueriez pas votre Laguna contre une Skoda dont les vitres chauffantes à l'arrière sont là pour qu'on ait les mains au chaud quand on pousse en hiver, ou votre Peugeot 406 contre une Lada dont la seule différence avec le SIDA, c'est qu'une Lada vous pouvez toujours essayer de la refiler à quelqu'un, vous n'y arriverez pas. Alors monsieur, je vous demande de revenir à un peu plus de considération dans le langage que vous utilisez. Le type en général est mort. Il a honte, la salle se fout de sa gueule, et plus personne ne lui adressera la parole au moment du kir royal. Vous avez une façon plus élégante de le faire. C'est-à-dire, monsieur, je ne vais pas me dérober à votre question. Monsieur, ces mots, je les connais, je les ai employés moi aussi. Simplement, monsieur, je suis sociologue, je ne suis pas philosophe. Moi, je parle du monde tel qu'il est, je ne parle pas du monde tel qu'il devrait être. J'observe le réel, monsieur, et j'observe que les acteurs sociaux, c'est-à-dire vous, n'utilisez plus ce terme. Et moi, en tant que sociologue, je ne vois pas pourquoi. Je continuerai à utiliser un terme que les acteurs sociaux eux-mêmes n'utilisent plus. Monsieur, je parle sous le contrôle de la salle, je ne crois pas que quand vous faites votre demande de subvention à monsieur le maire, ce soit pour vous occuper des aliénés de votre commune. Monsieur le maire, alors monsieur, vous vous moquez des sociologues, c'est de bonne guerre dans un colloque, je ne vous en veux pas. Simplement, monsieur, deux de ces sociologues, monsieur Luc Boltanski et madame F. Chiapello, ont eu une petite idée en 1999. Ils se sont demandé comment il se faisait que le capitalisme, pour vous faire plaisir, monsieur Rabault, le capitalisme dont les dégâts sont évidents pour tout le monde, se faisait néanmoins accepter aussi facilement, et donc ils se sont demandé quelle était la culture du capitalisme. Ils ont eu l'idée que la théorie du capitalisme se trouvait dans les ouvrages de management, c'est-à-dire la doctrine de l'exploitation. J'utilise des termes qui doivent vous convenir. La façon de faire travailler des gens, de faire produire le maximum en les payant le moins. C'est dans cette doctrine, dans ce corpus de doctrine, qui sont les ouvrages de management, que l'on trouve la théorie du capitalisme. Alors ils
Ils ont rentré 90 ouvrages de management des années 60 dans leur ordinateur, et puis 90 ouvrages de management des années 90, 99, et puis ils ont fait tourner leur petite machine. Eh bien, monsieur, vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que le mot qui arrive numéro 1 en tête de tous les items dans les ouvrages de management des années 60 est le mot hiérarchie. Cela semble logique et nous pouvons comprendre que l'on apprenne à nos futurs dirigeants ce qu'est une hiérarchie. Mesdames et messieurs, je pose la question à la salle. Selon vous, en 1999, dans 90 ouvrages de management, combien de fois le mot hiérarchie apparaît-il? Zéro, mesdames et messieurs. Le mot hiérarchie a disparu. Je me pose alors une question. Selon vous, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises? Parce que si vous pensez comme moi qu'elle n'a pas disparu, et même qu'elle s'est renforcée, mais que l'on ne peut plus la nommer, et donc que l'on ne peut plus la penser comme hiérarchie, alors nous avons un problème de mobilisation collective, un problème tout bête de syndicalisme. Mesdames et messieurs, quel est le mot qui arrive en tête de 90 ouvrages de management des années 90? Y a-t-il des managers dans la salle? De propositions, de théâtre participatif? Création. Création. Participation. Projet. Bravo, monsieur. Mesdames et messieurs, le mot projet est le mot qui arrive en tête de tous les mots utilisés dans la doctrine contemporaine du capitalisme. Ce mot est génial. Ce mot est génial. Vous ne pouvez rien contre ça. Rien. Vous pouvez combattre une hiérarchie, mais quand elle s'appelle projet, vous n'allez quand même pas emmerder des ouvriers qui se réalisent comme créateurs dans le cadre de projets. Sympa de votre part. Vous êtes persuadé que tout le monde doit avoir des projets. Votre banque vous demande quels sont vos projets. Vous pensez, certains d'entre vous, devoir avoir un projet de vie, parce que vivre ne suffit plus, manifestement. Et donc cette saloperie de merde du mot transforme tout ce qui bouge en marchandise sans que nous nous en rendions compte. Un projet veut dire produit. Vous comprenez bien que projet, ça a un début et ça a une fin. Et ensuite, on passe à un autre projet. On n'est plus dans un processus éducatif quand on fait travailler des jeunes par projet. Quand on fait de la pédagogie par projet, on leur apprend comment on va travailler dans l'entreprise de demain, etc. Et donc ce mot est un mot extraordinairement dangereux. Monsieur, je suppose que des membres de projet, vous en remplissez. Je ne vous en veux pas, vous ne pouvez pas faire autrement, simplement. J'aimerais discuter avec vous, monsieur, de la façon de sortir de là. Et je suis sûr que vous auriez des choses à m'apprendre. Moi, je ne suis que sociologue. De toute façon, monsieur, j'aimerais parler de vous longtemps de ça, mais même les révolutionnaires doivent respecter parfois les horaires. La règle d'Avignon est draconienne, et mesdames et messieurs, je dois vous dire ceci en conclusion. Le capitalisme est une saloperie. Et pas seulement parce qu'il produit les dégâts que vous connaissez, pas seulement parce qu'il détruit l'Afrique, un continent entier, parce qu'il bousille la nature, parce qu'il fabrique 10 millions de précaires dans le 4e pays le plus riche du monde, la France. Pas seulement à cause de ça, c'est une saloperie parce qu'il nous fait le défendre quand nous croyons l'attaquer. Et il utilise pour cela l'artifice d'un langage qui est un langage de pacotille, un langage de verroterie, de camelote, qui nous fait le désirer, qui nous fait l'aimer. Mesdames et messieurs, quand nous voulons faire du développement local, nous ne faisons que reproduire des rapports de domination en croyant faire le contraire. Nous mettons toutes les collectivités locales en concurrence les unes contre les autres comme autant d'entreprises. Je pourrais parler des heures, mesdames et messieurs, de ces fumisteries que sont la réparation du lien social. Mesdames et messieurs, qui est-ce qui déchire du lien social à Clermont-Ferrand? Karim qui raye une voiture avec sa clé, ou Monsieur Michelin qui licencie 7000 personnes la même semaine dans le même quartier de Clermont-Ferrand. Mesdames et messieurs, on nous a volé des mots, mesdames et messieurs.
nous a volé des mots. Peut-être faut-il faire la grève des mots, peut-être faut-il refuser collectivement de déposer des projets en échange d'une subvention. Je ne sais pas, il va falloir inventer quelque chose de nouveau avec les mots, mesdames et messieurs, parce que nous allons droit dans le mur sans nous en rendre compte. Et avec la plus grande générosité du monde, lorsque nous défendons la liberté du créateur, lorsque nous défendons la culture, nous défendons autre chose en croyant l'attaquer. Mademoiselle Faure, vous m'avez mis dans une situation épouvantable avec votre éducation populaire. J'étais tranquille quand j'étais prophète. Je veux dire, j'y croyais à ces mots. Je veux dire, tout était simple. Vous avez semé un doute dans mon esprit. Je me suis mis à réfléchir à ce que vous m'avez dit. Mademoiselle Faure, maintenant, j'élève des choux-fleurs à cause de vous. Mademoiselle Faure, je voudrais vous présenter mes excuses pour vous avoir appelé monsieur. Vous auriez dû me laisser vous enregistrer. Vous m'avez raconté tellement de choses sur ce que vous avez fait en Algérie. Vous m'avez raconté cette journée dans le désert. Vous avez fait 200 km pour lire un livre à des Arabes. Et je vous ai dit, mais pourquoi faire ça? Vous m'avez regardé avec un air navré. Vous m'avez dit, mais monsieur, l'ardeur, ça compte? Non, ça compte. J'avais trouvé ce mot un peu bête. Je vous présente mes excuses. Oui, mademoiselle. Vous aviez raison, l'ardeur, ça compte. Mais je ne pouvais pas encore le comprendre. Je suis venu à Avignon parler de vous. Vous êtes morte il y a 3 ans. Vous êtes à côté d'Albert Camus dans ce cimetière. Personne ne connaît votre existence, très peu de gens. Les 2 ministères s'en foutent. Vous m'avez laissé quelques petites graines. Moi, je suis un peu tout seul avec cet héritage, alors je suis venu les semer. Je ne vous promets pas que ça fera des oignons. Je ne suis pas très doué en graines, mais peut-être d'autres gens iront les semer. Voilà. Peut-être ces petites graines continueront-elles à exister jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un arrive à faire un oignon. Vous savez, il ne fallait pas dire que ça n'intéresse plus personne aujourd'hui, l'éducation populaire. Ils sont restés pendant 1 heure. Ils étaient au moins, je ne sais pas, 200. Ils n'oseront plus jamais parler de projet, en tout cas pas devant moi. Mademoiselle Faure, je vous remercie de m'avoir reçu. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus écouter cette bizarre histoire. Et Mademoiselle Faure, j'ai des trucs à vous demander sur les oignons. Vous ne pouvez pas demander à Camus à côté de vous. Vous faites, Mademoiselle Faure, vous saviez que vous étiez populiste? Parce que... Bon. Vous pouvez éteindre vos portables.